Salut Enea, comment tu vas? Bah écoute, nickel, et toi? Ça va super, je suis ravi de te recevoir parce que ça fait déjà un petit temps que je te vois passer sur Twitter et sur LinkedIn. Donc j'avais envie de t'interviewer justement pour que tu nous présentes un peu ton parcours. Mais du coup, je vais te laisser te présenter pour nos auditeurs, nos viewers. Qui es-tu, Enea? Que fais-tu et qu'as-tu fait? Ça marche, pas de souci. Bah écoute, merci beaucoup de m'accueillir sur le podcast. Pour me présenter du coup rapidement, parce qu'au final, on va pas mal détailler pendant le podcast. Mais du coup, je m'appelle Enea, j'ai 23 ans. Je bosse dans tout ce qui est CRM et développement commercial. D'abord en start-up, en CDI. Ensuite, j'ai commencé le freelance en parallèle. Ça a commencé à pas mal se développer, donc j'ai pu quitter mon CDI, me mettre en free à temps plein pendant quelques mois. Et maintenant, je monte mon agence sur ce sujet du développement commercial, donc accompagner les entreprises dans leur développement commercial au quotidien, que ce soit sur la partie vraiment vente ou la partie outils et process. Donc voilà, je partage toute mon aventure, comme tu le disais, sur Twitter, sur LinkedIn. J'essaie au maximum de tirer des enseignements de tout ce que je fais. Donc voilà. Ok, bah, super, merci. Cette présentation est très très claire et concise. C'est top. Euh, Ma première question, c'était quoi l'élément déclencheur pour toi où tu l'as dit, tu étais en CDI dans une startup. Euh, quel, à quel moment tu t'es dit, bah tiens, je vais aussi passer freelance, parce que ça te fait du taf en plus. C'était quoi l'élément déclencheur pour toi? Bah, écoute, s'il y a un élément déclencheur, ça vient même pas de moi. En fait, j'ai fait mon stage il y a du coup maintenant quasiment un peu plus de 2 ans en start-up où j'étais responsable CRM et je m'occupais d'une partie du marketing. Et je reprenais mon master 2 en septembre et ma chef, ma directrice, m'a proposé de continuer à bosser avec eux en freelance, enfin en taf étudiant, mais eux, ça les arrangeait plus au niveau du statut que je sois freelance. Donc j'ai un peu commencé comme ça. Vu que j'avais fait mes statuts, je me suis dit que c'était la bonne occasion aussi de m'inscrire sur les plateformes, etc. Donc j'ai un peu commencé comme ça. Ensuite, ça s'est arrêté, j'avais d'autres stages, etc. Donc j'ai mis un peu en pause pendant, je pense, quasiment 6 mois, un an. Et j'ai signé mon CDI en septembre du coup 2023. Et j'avais plein de projets, j'ai toujours voulu entreprendre. Et je me suis rendu compte que si je bougeais pas et si je me bougeais pas un peu pour réussir mes projets, j'allais être dans 10 ans à peu près au même endroit. J'aurais sûrement augmenté de salaire, augmenté de responsabilité, mais globalement, j'aurais toujours pas accompli ce que je voulais faire. Donc, je me suis dit, vas-y, je me remets vraiment sur le freelance. Ça me permettra, je l'espère, d'être financièrement indépendante. Et donc, je me suis réinscrite. Enfin, j'ai remis mes plateformes à jour, j'ai commencé à poster, etc. Et au bout de 6, 9 mois, ça a commencé à bien prendre. Et donc là, c'est le moment où je ne pouvais plus vraiment combiner les deux, faire mon 39 heures et faire toutes mes missions de free à côté. Et donc, je me suis dit, bah, c'est le moment de partir, quoi. Ok. Donc au début, ta stratégie, c'était de poster, bah, du coup, de créer du contenu, Twitter et LinkedIn, et en fait, tu partageais un peu ce que tu faisais. Ouais, au début, je dirais pas que c'était vraiment une stratégie, on va dire, d'acquisition, parce que l'objectif à la base, en tout cas, c'était pas forcément d'avoir des clients dessus, même si évidemment, je dis jamais non quand j'en ai. C'était plus de partager au quotidien. Je suivais pas mal de gens sur Twitter surtout qui partageaient leur quotidien de free, d'entrepreneurs, de monter des projets, et j'avais un peu envie de faire la même chose. Et ça a été un élément vraiment déclencheur, pas tant au niveau de mon chiffre d'affaires ou de mes clients, mais au niveau de ma motivation. Parce que quand tu t'engages publiquement sur les réseaux, que les gens te suivent, te soutiennent, après, tu n'as plus trop le choix que de faire. Donc, par exemple, quand j'ai commencé à parler de ma rupture conventionnelle, en me disant bon, quand est-ce que je le fais, etc., je pense que si j'étais restée dans mon coin toute seule, je me serais un peu planquée derrière mes peurs et j'aurais attendu encore peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, j'en sais rien. Mais vu que j'ai commencé à en parler et que les gens me disaient bon, bah vas-y, me donner des conseils, etc., bah, j'y suis allée, quoi. Donc, c'est surtout le fait de s'engager publiquement qui fait qu'après, tu y vas plus facilement. Donc, ça a été surtout pour ça les réseaux au début, en tout cas Twitter. Après, je l'ai un peu professionnalisé, mais en vrai, c'est toujours ça. J'aime toujours partager mon parcours. Pour le moment, c'est pas un canal d'acquisition client hyper important. Là où LinkedIn, pour le coup, c'est plus récent. J'ai commencé cette année, mais là, j'essaie plus de faire du contenu pro pour attirer des clients. Ok. Ouais,
Donc d'abord, objectif partagé. Et c'est Ouais, marrant, la notion d'engagement public. Je sais pas si tu avais lu Robert Cialdini. pas euh, du tout. non? Bah, en fait, il parle un peu de ça quand tu t'engages par écrit ou quand tu racontes un peu ce que tu fais. Bah, tu as, quand même un petit engagement moral envers les personnes qui te suivent ou envers, si tu as un accord signé, ce qui te pousse du coup à tenir tes engagements et à respecter ce que tu fais. Donc, c'est vrai que c'est un bon moyen pour se motiver aussi d'en parler autour de soi, parce que du coup, ça te force un peu comme tu l'as fait, à rendre ça plus concret. Bah, Donc, franchement, je pensais pas que ça allait être à ce point, mais je dirais que ça a vraiment été l'élément déterminant au fait que je passe à l'action sur chaque étape. C'est vraiment de commencer à en parler, etc. Et bah, je pense que malheureusement, oui, on a plus, enfin, on ressent plus de devoirs envers ce qu'on a dit aux autres qu'envers nous-mêmes. C'est un peu triste, mais c'est c'est un peu la réalité. Et c'est vrai que du coup, ensuite, tu n'as plus trop le choix que de faire, sinon tu te dégonfles et tu n'as personne envie de se dégonfler en public. c'est ça. Ben, c'est un peu comme le principe d'un coach. Quand tu prends un coach, euh, Ouais, exactement. c'est lui qui t'a pas envie de décevoir, et c'est pour lui, en gros, que tu vas faire les choses, d'autant plus qu'il te guide. Et alors que quand tu fais tout seul, bah, certes, tu peux le faire tout seul, mais souvent, on ne tient pas cet engagement envers nous-mêmes. Ce qui est dommage, hein, je suis d'accord avec toi, mais c'est la psychologie humaine. Donc, très, Ouais, bah, très, complètement. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse sur le sport aussi, mais j'ai pas encore passé le cap. bah, faut prendre un coach, justement. Ouais. Là, ça va te motiver, ou alors en parlant en public, comme ce que tu as fait au début avec ton activité. Ouais. Ok, et du coup, sur LinkedIn, tu as dit que c'était plus professionnel, donc c'est-à-dire que c'est pas le même contenu que tu postes sur Twitter et sur LinkedIn. Non, sur Twitter, parfois il y a des choses que je mets sur les deux, mais c'est assez rare. Sur Twitter, je partage vraiment un peu toute ma vie, c'est un peu mon journal de bord. Donc des fois, c'est plus perso, quand je suis partie à l'étranger, etc. Enfin, je suis partie 3 mois à l'étranger, je partageais. Quand j'ai des questionnements, quand je me pose des questions sur dans quelle direction aller, etc. Je pose vraiment, franchement, plusieurs fois par jour sur Twitter, tout ce qui me passe par la tête. Tout à l'heure, je tournais une vidéo, je poste les backstage, enfin voilà. Alors que sur LinkedIn, j'essaie d'avoir une position d'experte de mon domaine, donc de faire des reviews sur des outils, de faire des cas clients, de faire des explications sur des sujets, et ouais, d'avoir plus cette posture experte sur LinkedIn. Ok. Ouais, donc Twitter, un peu journal intime, et LinkedIn, c'est contenu professionnel d'abord et avant tout. Exactement, Ok. exactement. Ouais, puis j'ai vu sur LinkedIn, ça marche assez bien parce que tu as commencé récemment et ça marche plutôt pas mal. Donc, bah, c'est aussi dû, je pense, à un contenu qui parle à ta cible et qui intéresse forcément ta cible. Donc, Ouais. bonne stratégie. Après, Euh, moi, j'ai un peu l'impression de sortir les rames là sur LinkedIn. Et c'est pas aussi facile que ce que je pensais. Enfin, dans ma tête, c'était beaucoup plus simple. J'avais vu plein de gens le faire et je m'étais dit que ça allait être facile. Au final, déjà poster 5 fois par semaine, c'est hyper dur. Il faut toujours avoir de l'inspi, avoir la déterre de faire les posts, les carousels, les visuels et tout. De ne pas avoir la peur de se foutre la honte aussi en racontant sa live, en mettant des selfies et tout. Je me fais banner par tous mes potes. Et, euh, et puis ça prend un peu, mais je pensais que ça marcherait plus. Donc, je je, teste des trucs. C'est pour ça que je je te, teste les vidéos là. je te rassure, on pense tous pareil. Après, c'est un peu aussi peut-être ce qui est vendu sur LinkedIn de dire, ouais, tu vas poster et ça va t'amener des clients, mais en vrai, ça prend énormément de temps. Euh, mais enfin, d'un côté, ça me rassure que tu dis ça, parce que ça montre qu'il n'y a pas de recette miracle, de formule magique sur LinkedIn. Bah, C'est, j'imagine qu'il y en a une, hein. Il y a des gens qui réussissent à percer d'un coup. Après, je suis d'accord que LinkedIn, il y a un truc un peu mathématique qui est vachement cool. C'est qu'à partir du moment où tu postes, si tu fais des trucs à peu près quali, il y aura toujours des gens qui viendront te suivre. Mais de là à ce que vraiment ça prenne d'un coup, bah, j'ai pas trouvé le secret en tout cas pour le moment. non, bah moi, tu vois, mon seul post qui a le mieux marché, c'était un post troll, en fait. C'était au moment où bah, je surfais sur la vague, à surfer sur les tendances. C'était ChatGPT quand il est sorti. J'avais fait un post troll dessus. Et c'est ce qui avait mieux marché, tu vois. Mais au final, bon, c'est bien, ça fait de la visibilité, Des mais trucs. ça amène pas de clients ou autre. Donc, non, après, ouais, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de secret pour percer. Euh, ou après, bon, tu as les pods, je pense que tu en as déjà entendu parler. Euh, mais, euh, mais sur le long terme, je pense pas que ce soit forcément viable.
sur LinkedIn Et en tout surtout, cas. souvent, c'est des gens qui sont proches de toi. Donc, au final, ton contenu, si tu le partages à des gens qui font la même chose que toi, ben, tu vas toucher des gens qui font la même chose que toi. Et à part si tu veux faire vraiment de la communauté, etc., toi, c'est peut-être un peu plus ton cas. Mais moi, par exemple, j'ai pas du tout envie de parler à des gens qui me ressemblent parce qu'ils n'ont pas besoin de mes services. J'ai envie de parler à des entreprises, à des directeurs commerciaux, à des directeurs des opérations. Donc, des gens qui sont plus éloignés de moi. Et c'est aussi plus dur pour faire du contenu, je trouve, parce que c'est facile de se parler à soi, on sait ce qui nous plaît, on sait qu'est-ce qui nous attire, quels sont les mots-clés, les visuels, mais parler à quelqu'un qui n'a rien à voir avec nous, c'est pas forcément évident. Ouais, c'est pas évident et c'est là où tout se fait dans la recherche tu vois, un peu comme en copywriting, rechercher ce que veut ton persona, quels sont ses objectifs, ses peurs et tout. Et finalement, si tu arrives à creuser ça, bah déjà, ça va te donner des idées. Et du coup, bah, potentiellement des posts qui vont plus parler à ta cible. Parce que tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur LinkedIn, moi, je scrolle beaucoup. Je passe énormément de temps dessus, c'est assez dingue. Et en fait, à chaque fois, je vois des posts, dont les miens aussi, des fois, qui flopent. Et en fait, tu vois, c'est les posts qui parlent à personne à chaque fois, tu Mm. vois, ou qui ont des mauvaises accroches et tout. Et, mais bon, après, ça, c'est un sujet à part entière, LinkedIn. Ouais. Et, mais ouais, le plus important, c'est quand même de rester persévérant dessus. Oui, Et, je pense. d'autant plus que de ce que tu m'as dit, il y a une vidéo qui va bientôt sortir où tu vas tester le format vertical sur LinkedIn. Donc, hâte de voir ce Ouais. que ça va me Bah, je donner pense que aussi. ça sera sorti au moment du podcast. Ouais, je pense aussi. Donc, et puis peut-être que tu en auras sorti d'autres aussi. Peut-être. Peut-être. On verra. Ça sera la surprise. Alors, du coup, j'ai une petite question pour toi. Donc, tu nous as dit que tu étais passé de CDI, en parallèle, tu avais fait du freelancing. Euh, Demain, je souhaite me lancer en freelance. Je pars de zéro. Tu me conseilles quoi pour obtenir mes premiers clients? Donc, Je pense que si tu te lances de zéro et que tu veux obtenir tes premiers clients, bah déjà, il faut que tu choisisses un peu le domaine dans lequel tu veux te lancer. Est-ce que tu as déjà, toi, une compétence que tu fais en CDI, que tu as fait en stage, n'importe, ou tu suis du contenu sur ce sujet. Donc, choisir un peu sur quoi est-ce que tu veux te focus. Si tu connais pas énormément le sujet, te former sur le sujet, donc regarder des contenus, regarder des formations, même gratuites, hein. Il y a tout qui est sur YouTube, il n'y a pas forcément besoin de sortir d'argent, mais bien se renseigner sur le sujet. Et ensuite, je pense qu'il faut se lancer direct. Je pense que beaucoup de gens ont des problèmes avec la légitimité, et moi la première. Hein. La légitimité, se dire que tu n'es pas assez vieux, que tu n'as pas assez d'expérience. Mais en fait, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Parce que honnêtement, j'ai vu des gens de mon âge sortir d'études et donc qui avaient fait quoi, un ou deux stages et se lancer en freelance avec des TGM à 800 euros et ça fonctionnait. J'ai jamais fait ça, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais quand tu le sais, tu relativises sur le fait que, ok, toi, tu peux te lancer, ça va le faire. Donc, je dirais, ouais, choisir un domaine, ensuite, bah, se former. Et ensuite, je pense que le plus simple, c'est s'inscrire sur toutes les plateformes. Il y a des milliers de plateformes qui existent pour des milliers, j'abuse peut-être un peu, mais des dizaines de plateformes qui existent pour se lancer en freelance. Je crois que les plus connus, c'est Malt, Fiverr, Upwork. Bon, il y avait 5 euros, mais je crois que ça a fermé. Bon, c'est voilà. l'année, c'est Come Up, ça a été renommé. Ah, c'est Come Up maintenant? Bon, Come Up. voilà. Ah, je savais pas que c'était le même truc. Je crois que c'était C'est la même boîte. c'est un rebranding de leur part. Ok, bah, pas mal le rebranding. J'avoue que 5 euros, ça fait un peu cheap. Ouais, c'est notamment pour ça qu'ils ont qu'ils ont fait le rebranding. Ok, donc trouver son positionnement, trouver ses compétences, là où, enfin, dans le domaine dans lequel on est bon. Et après, du coup, pour trouver des clients, donc tu nous as parlé des plateformes. Est-ce que tu as d'autres techniques, d'autres canaux d'acquisition que tu utiliserais? Bah, je pense que le principal, ça reste les plateformes parce qu'entre guillemets, tu n'as rien à faire dans le sens où tu mets ton profil, tu mets tes infos, tu fais une bonne description, tu regardes si ça marche, tu optimises un peu, mais en soi, ça tourne un peu tout seul. Ensuite, si ça, tu vois que ça ne marche pas, je pense que la prospection, c'est un bon moyen. Donc, savoir exactement à qui est-ce que tu as envie de vendre tes services et puis aller en DM ou par mail, etc., envoyer des mails. C'est-à-dire sur toutes les offres d'emploi également. Je ne sais pas si par exemple tu veux faire commercial en freelance, tu vas sur Welcome to the Jungle, sur Indeed, sur LinkedIn, sur tous les posts, enfin sur tous les endroits où il y a des offres d'emploi,
et tu envoies des messages à la personne qui est responsable du recrutement en mode bah voilà, j'ai vu que vous cherchiez un commercial, que ça fait un moment que l'offre elle est en ligne, si vous voulez, je peux vous dépanner un certain temps, tant que vous trouviez, ou même sur le plus long terme. Enfin, voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à prospecter, il ne faut pas le faire par contre de la mauvaise manière, envoyer 500 DM en disant bonjour, j'ai pas forcément d'exemple, mais bonjour, est-ce qu'on peut se parler alors que la personne ne te connaît ni d'Ève ni d'Adam et qu'elle n'a pas besoin de service, ça ne sert pas à grand chose. Je pense qu'il faut cibler un peu, mais ouais, faire énormément de recherches, contacter énormément de gens dans le secteur, etc. Et je pense qu'il y aura toujours quelqu'un à trouver. Surtout que je pense qu'au début, il y a son entourage aussi, pardon, je le rajoute en plus. Mais si tu fais des sites, en vrai, tu as forcément quelqu'un dans ton entourage, de près ou de loin, qui a potentiellement besoin de tes services. Il y a des domaines sur lesquels c'est plus compliqué, mais il y en a où c'est plus simple. Donc, ça peut être une bonne solution. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter au début à vraiment mettre des prix bas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais tu baisses les prix du secteur, etc. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Enfin, il ne faut pas avoir peur de se brader pour avoir un ou deux clients, les premiers. Le client, il sait, enfin, ça se voit à ton assurance, etc. Et même à ton prix d'ailleurs, que ça ne sera pas le même service que s'il avait pris quelqu'un qui est 4 fois plus cher. Donc tout le monde est d'accord. Et toi, ça te permet d'avoir tes premiers clients, voire même de bosser gratuitement pour des potes, faire des cas fictifs, enfin voilà, avoir le maximum d'expérience à montrer aux clients. Parce qu'en fait, une fois que tu trouves les tout premiers clients, ensuite, ça s'enchaîne. Vraiment, le plus dur, c'est de trouver le premier. Et ensuite, c'est beaucoup plus simple. On pourra en reparler, mais ça aide beaucoup. Ok. Ouais, donc là, tu nous as donné pas mal de pistes. J'aimerais en creuser plusieurs et je vais commencer par une. C'est les sites notamment Indeed, Welcome to the Jungle. Je trouve ça un bon moyen parce que déjà, il y a des offres directement en freelance, donc on peut filtrer. Oui, aussi. Et c'est vrai que c'est pas mal l'astuce de, même quand tu as un poste où la personne recherche un CDI, et que toi tu veux faire du freelance, bah, ne pas hésiter à postuler quand même. Parce que déjà, de un, ça montre ta motivation envers la personne. Et surtout, peut-être que si ça fait 3 mois que l'offre elle est là, qu'il n'y a personne dessus, bah, peut-être qu'effectivement, avoir un freelance le temps pour dépanner, comme tu dis, ça peut être bien. Donc, notamment si l'offre correspond bien à la mission que nous on veut faire en freelance, ça peut être un très bon moyen. Des fois, faut un peu oser, il faut être un peu couillu, faut dire ok, c'est pas parce qu'il y a marqué CDI, moi je veux quand même y aller, je veux quand même le faire. Donc Ouais, tout à fait. Après, je pense qu'il ne faut pas juste envoyer son CV en étant marquant non, freelance et en disant on va me rappeler, mais plutôt réussir à mettre en avant, ok, bah peut-être que moi je vais coûter moins cher parce que je vais être là que 3 jours par semaine au lieu d'avoir quelqu'un en CDI tout le temps. C'est un exemple parmi tant d'autres. S'ils cherchent une alternance, bah, je ne sais pas, moi j'ai plus d'expérience, donc je vais pouvoir vous aider. Et justement, s'ils cherchent depuis longtemps, tu leur dis bah, je vois que vous cherchez depuis longtemps, je cherche pas, enfin, entre guillemets, je cherche pas à remplacer la personne par le recrutement, mais plus, bah voilà, en attendant, ça fait 3 mois que vous avez personne, peut-être que vous êtes un peu, enfin, c'est un peu compliqué. Si vous voulez, je fais la transition. Et bah, soit tu feras que la transition, soit si ça se passe bien, bah, au final, le recrutement, il est annulé. Enfin voilà, je pense qu'il faut essayer d'un peu passer par différentes portes ouais, euh, et pas le faire bêtement, juste envoyer son CV et espérer. Ça peut peut-être ouais, c'est marcher ça. aussi, mais Il faut être assez proactif et, comme tu as dit, mettre en avant les avantages à recruter un freelance plutôt qu'un CDI. ouais. Tu as peut-être moins de coûts, moins de frais de gestion aussi, parce que faire un contrat CDI, c'est plus contraignant pour l'entreprise que faire un contrat en freelance. CDI, tu as une période, tu as les périodes d'essai, machin de ça. Freelance, du jour au lendemain, bah, ça peut s'arrêter. Enfin, tu peux facilement couper le contrat avec le freelance. Donc là, il y a tous ces aspects un peu logistiques et de tarifs qu'on peut mettre en avant quand on est freelance, euh, au détriment bah, d'un CDI ou de la recherche d'un CDI. Je Euh, pense qu'il faut juste faire attention à pas, entre guillemets, trop rentrer dedans et remettre complètement en cause la décision. Si un recruteur, tu lui dis non, mais pas du tout, il ne faut pas que vous recrutiez un CDI, mais un freelance, il va te dire, mais en fait, je connais mon métier mieux que toi, donc je sais. Mais plutôt, ouais, essayer d'aller dans ton sens. Voilà, si vous avez besoin d'aide, et je suis tout à fait flexible. Et puis, si vous voulez, enfin, au début, tu vois, ça peut être, si vous voulez, je peux venir une journée au bureau, enfin, je peux venir en présentiel. Enfin, voilà, essayer d'être flexible pour trouver sa première mission, quoi. ouais, ouais, totalement. Mais, et du coup, par rapport aussi aux plateformes, donc tu as cité Malte, Fiverr, Upwork, ComeUp, je sais que moi, j'avais déjà discuté avec un freelance qui m'avait dit que, parce qu'en fait, on pourrait croire que les missions vont tomber du ciel en s'inscrivant sur ces plateformes.
Et en vrai, c'est pas le cas. Les missions ne tombent pas du ciel. Et en fait, pour avoir discuté avec quelques personnes, ils m'ont dit qu'eux, en fait, ils trouvaient des clients. Et en fait, ils les amenaient sur cette plateforme, donc par exemple sur Malte. Et en fait, ils leur demandaient après de passer par Malte. Et comme ça, ils pouvaient avoir des avis clients, etc. Et en fait, bah, après, plus tu as d'avis clients, plus tu es référencé sur la plateforme, plus tu es référencé, bah, plus tu es visible, etc. Donc, je sais que c'est une technique que certains faisaient. Comme tu as dit, tu as proposé une mission moins chère, dire à la personne, bah, OK, passez par la plateforme. Comme ça, derrière, vous mettez un avis. Comme ça, moi, bah, je me fais référencer, je me fais connaître sur la plateforme. Ouais, bah, sur Malte, je te dis, moi, je me suis inscrite la première fois après mon stage et pendant 1 an, je crois que j'ai jamais eu une proposition de mission. Et à partir du moment où j'ai eu mon premier client qui était une mission de consulting à 80 € sur HubSpot, un outil que je connaissais, genre on a pris une après-midi, c'est plus 2 heures, enfin bref, ensemble. Donc c'était vraiment une mission Oui. minuscule, mais il m'a mis un avis 5 étoiles. Et au final, vraiment, j'ai vu un avant-après, mais impressionnant. Donc je pense que oui, c'est une bonne technique de ramener ses clients dessus, enfin, au moins le premier, même si au final on perd un peu au niveau argent parce ils prennent aussi leur com. Mais à partir du premier avis, tout se débloque. Et après, pour le coup, tu as quand même l'impression, à partir de ce moment-là, où tu commences à avoir des demandes régulières, tu as vraiment l'impression que les demandes tombent du ciel. Et ça, c'est très Mhm. cool. Voilà, la semaine dernière, j'ai reçu 6 demandes sur Malte. Enfin, il y a les demandes et les opportunités. Ah oui. Enfin, tu as l'impression que ça tombe du ciel. Tu n'as rien fait. On te demande de faut juste Mhm. répondre vite, être réactif, être sympa. C'est ça. En fait, c'est un peu comme tout. C'est au début, il faut être plutôt proactif. Faut pas juste attendre sur son canapé. Et après, une fois que tu es proactif et que, bah, évidemment, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande pourquoi pas aussi bah, d'accepter de baisser ses tarifs initiaux Mm. euh, parce que bah, justement, pour se démarquer un peu de la concurrence, pour le fait de faire venir la personne sur la plateforme. Mais derrière, comme tu l'as dit, bah, t'en es la preuve, c'est que ça peut porter ses fruits. Donc, euh, donc non, c'est un bon moyen aussi. Euh, le troisième canal que tu nous as cité, c'est la prospection. Est-ce que toi, tu as des techniques de prospection particulières ou sur quel canal tu prospectes? Comment tu t'y prends? Moi, je le fais pas mal sur LinkedIn parce que vu que j'ai commencé à construire une pseudo-audience, pardon, ça me permet d'avoir un peu une crédibilité. Après, j'ai eu la chance de ne pas avoir à prospecter énormément, donc je ne suis pas une pro dans le domaine. Mais je l'ai fait pas mal sur LinkedIn, justement sur ces offres d'emploi. Je contacte directement les personnes qui s'en occupent, etc. Donc ça m'arrive de temps en temps. Ou alors, quand je vois passer des posts sur tel ou tel sujet, rebondir, enfin, essayer d'avoir un truc au maximum hyper personnalisé, rebondir sur un post. Enfin, les messages génériques, je pense que c'est un peu la fin. Enfin, on en reçoit tellement que. Enfin, il y en a sûrement pour qui ça fonctionne, mais moi, je ne suis pas hyper convaincue. Et du coup, essayer de faire un truc assez personnalisé. Et après, bah, sinon, il faut sortir son téléphone, sortir sa boîte mail et puis utiliser les outils. Il y en a plein. Il y a Faro, il y a Casper, il y a Lemlist. Enfin, il y en a des centaines pour trouver des emails et des numéros. Et je pense surtout les numéros. Après, il faut décrocher son téléphone et y aller, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, faut se bouger, faut se bouger dans tous les cas. Ouais. Moi, je suis Ah, très contente de ne jamais avoir eu à le faire pour mes missions de free, mais c'est la solution de dernier recours, quoi. Si tu ouais, passes, je sais pas, si tu passes une centaine d'appels par jour, y a aucun monde où tu décroches pas au moins quelques rendez-vous pour ensuite essayer de les convaincre. Après, bah, au début, tu vas peut-être pas en décrocher, mais voilà, il faut s'améliorer. Il y a ça aussi, tu vois, il faut toujours remettre en question, essayer de t'améliorer, se renseigner sur le sujet. Il y a plein de techniques. ouais. Et est-ce que toi, tu conseillerais d'utiliser, de faire différentes manières ou de se concentrer sur une seule manière et de la faire à fond? J'ai pas tellement d'avis sur le sujet. Moi, j'ai un peu tendance à m'éparpiller dans tout ce que je fais. Je dirais pas forcément que c'est la meilleure solution. Je pense que se focus quand même sur un ou deux canaux d'acquisition, pareil sur les sujets, sur les domaines d'activité dans lesquels tu travailles. Je pense que mieux vaut être hyper expert sur un sujet, sur une cible, plutôt que de faire un peu de tout. Moi, j'arrive pas du tout à le faire. Je fais de tout et c'est ce que j'apprécie, mais je pense c'est pas ce que je recommanderais en tout cas à quelqu'un qui se lance. Et après, bah, par contre, pour les canaux d'acquisition, je pense que c'est bien de focus sur un, mais si on voit que ça ne marche pas, il ne faut pas non plus rester bloqué, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est un peu le piège entre la différence entre l'entêtement et la persévérance. Euh,
Tu vois, Oui, ça des ne sert fois, à rien de persévérer dans la vie. Enfin, c'est bien de dire qu'il faut persévérer, mais si vous n'avez pas de résultat au bout de X mois, vous n'en aurez pas plus au bout de 2 ans, bah, potentiellement. ouais, c'est ça. Ou alors, il faut changer la méthode. Enfin, il faut changer Faut quelque chose. changer la méthode ou faut changer le message. Ou peut-être fonctionner aussi par sprint, c'est-à-dire de se dire, bon, bah, pendant 3 semaines, je vais tester ce canal-là, ce message-là, ou enfin, d'une telle manière. Si je vois que j'ai pas trop de résultats, bon, bah, je continue ce canal, mais je change peut-être mon message ou, enfin, tu vois, ma manière d'approcher les gens. Si je vois que j'ai toujours pas de résultats, bon, bah, je vais faire par téléphone auprès de la même cible, etc. Enfin, tu vois, essayer toujours de se renouveler. Et après, oui, si au bout de 3 mois, bah, ça ne fonctionne pas, peut-être là, se remettre plus en question, peut-être c'est un problème d'offre aussi, de positionnement. Parce que tu vois, t'en parlais un petit peu au début quand tu disais de trouver un peu son domaine. Finalement, ça revient à se positionner sur un marché. Oui, clairement. Et d'ailleurs, toi, tu conseilles plutôt d'être généraliste ou spécialiste? Même si toi, tu nous as déjà dit que tu étais Ouais. Non, moi je généraliste. pense qu'il faut être spécialiste parce que, enfin, je vois par exemple, je crois qu'il y a un gars qui s'appelle Valentin, si je dis pas de bêtises. Bref, sur tous ses posts, c'était marqué Lemlist, Lemlist, Lemlist. Quand je pense à Lemlist, je sais que je pense à lui, tu vois. Donc je pense que c'est une très bonne méthode. Je pense sur plein de sujets, ça marche. Si tu es hyper référent, soit sur un outil, soit sur un domaine, genre vraiment un truc hyper précis, je pense que ça marche super bien. Après, ouais, moi, j'arrive pas à le faire. C'est vrai que souvent, c'est les conseils qu'on entend, mais c'est vrai que c'est plus compliqué d'appliquer ces conseils, notamment parce que quand on est débutant aussi, pour avoir eu quelques témoignages, bah, tu as peur de passer à côté d'opportunités. Tu te dis, bah, Oui, clairement. j'arrive pas encore à vivre de mon activité. Là, tu as un mec qui veut bosser avec moi. Bon, certes, c'est pas ma cible, mais bon, ça passe quand même. Donc, Non, ça par contre, je dirais, enfin, quand je dis qu'il faut être hyper spécifique, c'est dans ta communication, dans comment va être ton profil, etc. Par contre, moi, je pense que le premier conseil que je donnerais à n'importe qui veut se lancer en freelance, c'est d'accepter tout. Enfin, même si c'est des trucs que tu sais pas faire, bah, tu vas apprendre. Même si c'est des choses qui sont pas hyper dans ton domaine, bah, peut-être qu'en fait, tu vas aller chez ce client et tu vas réussir à placer une autre mission. Enfin, je pense que le premier conseil, c'est vraiment accepter tout, quoi. Bon, bien sûr, pas dans l'excès, mais ouais. que ça Oui. soit ouais, sur les missions, sur le type de client, vraiment Oui. accepter tout et tu apprendras plus tard. Quand il Ouais, y aura assez de vie, tu regarderas toutes les vidéos YouTube sur le sujet pendant les 3 prochains jours, toute la nuit, et puis la mission, elle sera finie. ouais, c'est ça. Bon, après, c'est sûr que si tu proposes de développer des sites et qu'on te dit de gérer les réseaux sociaux et de faire le community manager, bon, là, peut-être pas forcément accepté, mais après, Enfin, il oui, faudra accepter des choses qui restent dans, dans, dans ton domaine. faciles à apprendre, enfin en tout cas qui peuvent s'apprendre rapidement. Évidemment, si tu es community manager, si tu veux accepter une mission de développement, ça va être compliqué, enfin de code. Mais par contre, si c'est un outil que tu connais pas, mais enfin dans tous les cas, tous les outils se ressemblent quand tu es dans un domaine. Si c'est un truc sur un outil que tu connais mais que tu n'as jamais fait, go. Enfin, tu vas regarder toute la doc sur le sujet et ça va passer. Ouais, quitte à y passer aussi plus de temps sur la mission. Oui, au final, c'est pas hyper rentable la première fois. Quand il y a des missions, je les ai vendues, je sais pas, 400 euros et j'y ai passé une semaine, tu vois. Donc le truc le moins rentable Ouais, de la Terre. Mais au final, c'est des trucs que j'ai réutilisés pour d'autres clients. Et puis, il faut aussi ça pour commencer, avoir des avis clients. c'est ça. C'est qu'au début, bah, faut se faire son trou, faut faire sa place, comme on dit. Et puis aussi, ça te permet d'apprendre des compétences. Tu vois, finalement, c'est comme si tu étais payé à apprendre une nouvelle compétence ou un nouvel outil. Oui, non, Enfin, mais clairement. il faut essayer de le voir comme ça pour relativiser ou voir le côté positif des choses aussi. Euh, c'est un investissement futur, on va dire. Oui, puis en soi, c'est assez cool aussi d'apprendre des nouvelles choses, surtout que c'est quelque chose que tu fais moins par la suite, justement parce que quand tu as le choix de choisir tes clients, si quelqu'un te propose une mission où tu ne sais pas du tout faire, bah, justement, tu n'as plus le temps de passer des jours sur un truc qui ne va pas te rapporter énormément. Donc, tu sors moins de ta zone de confort. Donc, au début, c'est aussi l'occasion d'apprendre plein de trucs, toucher à plein de domaines. Ouais, ouais, totalement. C'est tout à fait pertinent. Et du coup, ma prochaine question, donc là, on a vu un peu tous les canaux. Je crois que j'en ai, dans ce que tu as cité, je ne sais pas si j'en ai oublié un. Non, dans ceux que j'ai cités, c'est tout. Après, je pense que le dernier canal d'acquisition que je dirais, bah, il y a les réseaux sociaux, mais ça, on en a parlé tout à l'heure. Et après, il y a tout ce qui est recommandation, mais ça, c'est une fois que tu as signé ton premier client.
Je pense qu'il faut surtout pas. Enfin, le truc hyper important, c'est pas de se dire, bah voilà, j'ai signé mon premier client, c'est fait. Surtout si c'est le premier, il faut aller toujours plus loin. Donc, je dirais que le premier truc, c'est une fois que tu as accès, en tout cas, moi, par exemple, quand je fais une mission, j'ai accès à tous les outils du client. Donc, je peux un peu inspecter comment ça se passe. Et je pense que dans n'importe quelle mission, tu peux un peu creuser, dire, et ça, comment est-ce que vous le gérez? Tu vois, tu peux être un peu curieux. Et ça permet aussi de placer ses billes en sachant que bah, voilà, sur ce sujet, je sais qu'ils ont des difficultés. Bah, peut-être qu'à la fin, je vais proposer de les aider sur ce sujet-là aussi et essayer d'upsell comme ça sur d'autres missions. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est si vraiment bah, sur ce client-là, c'est fini et c'est OK aussi, bah, ne pas hésiter à demander surtout, parce qu'on a un peu tous peur de demander, mais à dire au client, bah voilà, t'es content, ça s'est bien passé. Est-ce que tu connais pas quelqu'un qui pourrait être aussi intéressé par mes services? Potentiellement, en plus, je te fais une réduction, un pourcentage, j'en sais rien, sur la prochaine mission ou sur, enfin bref, j'en sais rien, il faut trouver le bon modèle. Mais voilà, est-ce que tu n'as pas quelqu'un qui pourrait être intéressé? Et ça se fait après, naturellement, les recommandations. Ok. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un truc que peu font. Ils terminent la mission et basta, ils passent à autre chose. Ils prennent leur avis client et puis après, il ne se passe plus rien. Et surtout aussi, demander des nouvelles aux clients, je sais pas, Ouais. quelques semaines après, quelques mois après. Dire, bah voilà, du coup, on avait bossé ensemble et tout, bah, comment ça se passe maintenant et est-ce que le travail vous apporte. Enfin, tout dépend aussi de ton domaine d'activité, mais de savoir si ça a augmenté son trafic, si, je sais pas, si sa com est meilleure ou autre. Et peut-être qu'en prenant des nouvelles, bah, peut-être qu'il va te donner une mission à ce moment-là. On ne sait pas. Non, mais clairement. Clairement, au nouvel an, tu renvoies un message à tous tes anciens clients pour leur souhaiter la bonne année, machin. J'espère que tout se passe bien. À la rentrée, tu peux faire à peu près pareil. Et surtout, je pense qu'on a l'impression que les missions clients, prestataires, c'est la mission et en gros l'argent, enfin le budget. Mais en vrai, un des trucs les plus importants, ça reste l'humain. Les gens, ils sont capables de mettre un plus gros budget si ils apprécient particulièrement travailler avec toi. Ils vont te privilégier sur plein d'autres missions. Enfin, pour moi, l'humain, ça reste quand même le plus important. C'est justement ce qui fait que les gens sont moins rationnels. Donc, c'est hyper important à maîtriser. Donc, avoir des relations plus que professionnelles, enfin toute mesure retenue, On a mais compris. voilà, essayer de voilà, t'es là, t'es à Paris, machin, enfin voilà, essayer de nouer des relations sur d'autres choses. Ah, on entend ta fille, elle a quel âge, enfin bref, n'importe quoi, mais qui commence à nouer des relations plus importantes. Je pense ne pas hésiter, même si, enfin, moi je fais toutes mes missions en distanciel, mais de temps en temps, j'essaie d'aller voir les clients en présentiel et ils adorent ça. C'est-à-dire que c'est pas pareil de, entre guillemets, virer un freelance que tu n'as que vu en distanciel via des visios et de faire la même chose avec quelqu'un qui est déjà venu dans tes bureaux, qui a mangé avec toi, qui a rencontré toute l'équipe. Les gens sont beaucoup plus tolérants, ils sont beaucoup plus sympas. Donc, hyper important aussi. Enfin, je pense qu'il ne faut pas le négliger. Là, moi, je suis partie 3 mois en Asie, je suis revenue, je me suis dit, vas-y, je vais voir tous mes clients et ils sont trop contents. Surtout si à la base, ce n'était pas prévu. Ils disent, bah oui, avec plaisir, viens rencontrer l'équipe, etc. Donc, hyper important. Et ensuite, voilà, ne pas hésiter à, une fois que la mission est terminée, aller les relancer. Pas forcément sur un truc hyper business, hein, mais ça peut être alors comment ça se passe, vous aviez tel projet, comment ça a avancé, ou alors ah tiens, j'ai vu ça, ça peut t'intéresser. Ça marche super bien aussi. C'est-à-dire, je sais pas d'exemple, ça m'est arrivé sur une ancienne boîte où j'avais fait mon stage, donc qui faisait du e-commerce sur des produits alimentaires. Ils n'avaient pas du tout de tout ce qui est lead magnet, pardon, avec des formulaires où tu envoies des trucs et tout. J'avais vu passer un truc sur ce sujet et je leur ai envoyé en mode ah bah je crois que vous faisiez pas ça et tout. Ça c'est, je pense que ça pourrait être trop cool à mettre en place. Et bah déjà premièrement ils sont trop contents. Deuxièmement, il y a peut-être une chance sur 4 qui te disent ah bah fais-le, viens avec nous et fais-le. Donc franchement, hyper important l'humain, hyper important de prendre des nouvelles et de ne pas faire ça que par intérêt, mais aussi de mettre en relation les gens, d'être juste sympa en fait, d'être humain. Ouais, ça c'est vrai, c'est créer une relation sans arrière-pensée, sans être opportuniste, mais juste voilà, s'intéresser à la personne en dehors, bah, comme tu disais, du taf, peut-être ses hobbies, ses centres d'intérêt, ses passions, ce qu'elle aime faire. Et peut-être que tu peux avoir aussi des centres d'intérêt en commun avec cette personne, ce qui va bah, te rapprocher encore plus de cette personne. Ouais, c'est ça, c'est vraiment créer
une relation à part entière, comme avec un pote, en fait, comme avec un ami. Et puis aussi, bah, recommander ton client si tu peux. Je sais pas, ça se trouve, des fois, tu peux bosser pour 2 clients et peut-être qu'à un moment, tu entends parler d'un besoin d'un client et auquel le cas, l'autre peut y répondre et ne pas hésiter aussi à les mettre en relation, c'est toujours sympa et bien vu. Ouais, les gens après te sont reconnaissants, ils repensent à toi plus facilement. Ouais. Ouais, ils se sentent un peu redevables en quelque sorte. Clairement. Ok. Ok, très, très, très clair. Au fait, moi c'est Lucas et je suis le cofondateur de Mitco. J'organise des rencontres en ligne et gratuites pour les freelances. Le but étant de t'aider à développer ton réseau, ton chiffre d'affaires et à résoudre tes problématiques en rencontrant d'autres entrepreneurs. Si ça t'intéresse, je te laisse aller checker le lien qui se trouve en description. Et pendant que tu y es, si cette vidéo te plaît, tu peux lâcher un like, un commentaire et t'abonner. Ça fait plaisir, ça mange pas de pain et surtout ça motive à te faire d'autres vidéos. Donc là, grâce à tous ces conseils, j'en suis arrivé à trouver mes premiers clients. Trop bien. Euh, Félicitations. Merci. Ensuite, comment je fais pour stabiliser mes revenus et avoir des revenus récurrents? Parce que ça, c'est la principale problématique aussi des freelances. C'est que tu peux avoir un mois où ça marche bien, où tu signes, et le mois d'après, bah, il ne se passe plus rien. Notamment l'été, où c'est plus compliqué pour tout le monde. Euh, donc, est-ce que toi, tu as des conseils à ce sujet pour stabiliser et peut-être avoir des revenus un peu plus prévisibles? Je pense que ça dépend beaucoup du modèle de freelance qu'on choisit. Après, moi, j'ai pas stabilisé hyper longtemps, donc je suis pas non plus une experte du sujet. Mais je pense que ça dépend beaucoup. Souvent, il y a un peu deux modèles. Il y a soit le forfait, donc c'est-à-dire une mission pour laquelle tu fais un devis avec un prix, je sais pas, une implémentation d'un CRM. Voilà, ça fait tant pour une implémentation. Une fois que c'est fait, la mission elle est finie. Potentiellement, tu peux relancer sur une autre mission, mais la mission elle a un temps, un budget donné, pardon. Et ensuite, il y a la régie. Et donc ça, c'est plutôt, tu vas limite faire partie de l'entreprise et tu vas bosser pour eux, bah, je sais pas, 2 jours par semaine, par exemple, toutes les semaines, et ils vont te donner au fur et à mesure leurs sujets récurrents. Je pense que chacun a ses avantages et ses inconvénients. La régie, l'avantage, c'est que pour pérenniser, bah, c'est le top parce que si c'est 2 jours par semaine, a priori, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, à part coupure de budget, etc. Mais ça peut même continuer l'été. Enfin, ça, c'est vraiment le top pour pérenniser. Par contre, ça ressemble beaucoup parfois à un travail de salarié parce que tu as souvent des horaires assez définis, tu travailles avec la même équipe sur le même projet, tu as un supérieur qui te donne un peu les ordres. Donc, c'est moins la liberté qu'on peut avoir, enfin qu'on peut espérer quand on se lance en freelance. Par contre, je pense qu'au début, c'est cool d'avoir 1-2 jours par semaine. Tu bosses pour un client, ça te permet d'avoir un revenu régulier. Le forfait, je dirais que l'avantage, c'est que tu as toujours des nouveaux clients, des nouveaux projets, plein de projets différents. Tu peux bosser quand tu veux et d'où tu veux, souvent. Donc, tu peux bosser le week-end, la nuit, si ça t'arrange. Enfin, là, tu t'organises un peu comme tu veux. Mais par contre, il faut faire du commercial tout le temps. Il faut, à chaque fois qu'un contrat s'arrête, il faut aller chercher le prochain, etc. Donc, je pense que c'est assez cool de combiner les deux. En tout cas, moi, c'est un modèle que j'aime bien. C'est-à-dire 2 jours par semaine, avoir un client où voilà, c'est assez fixe, mais ce n'est pas non plus trop, 2 jours par semaine. Et le reste du temps, je m'organise comme je veux. Je trouve que c'est assez cool. Et après, bah, la recommandation, l'affiliation, ce que je te disais, pour avoir des nouveaux clients. Et ça te permet comme ça, au fur et à mesure, de pérenniser. Les réseaux sociaux, bah, une fois que tu commences à construire une audience, des gens qui viennent à toi directement, que ce soit les réseaux sociaux, le SEO, les gens qui viennent sur ton site, X ou Y moyen. Mais quand les gens viennent à toi, naturellement, c'est vraiment le cheat code. Ok, ouais, ou comme tu disais tout à l'heure, via les plateformes, quand ça tombe du ciel, comme tu disais. Oui, exactement pareil. C'est vrai que c'est souvent les deux principaux moyens de facturer en freelance, c'est souvent soit à la mission, soit au forfait. Il y a aussi Après, tout dépend aussi du domaine d'activité, mais Ouais. typiquement, ça peut être aussi par abonnement. Oui, Je sais ouais, qu'il y en a clairement. qui font ça aussi, par exemple, je sais pas, un community manager, il va dire, OK, bah, je te gère tous tes posts sur LinkedIn et Twitter. Et en fait, c'est tous les mois, c'est récurrent, parce que généralement, la personne a besoin de poster tous les mois sur ses réseaux. Donc, du Mhm. coup, ça va quand même être une mission qui va être assez récurrente. Et donc, ça peut être aussi, si tu arrives à choper 2, 3 missions comme ça, un moyen de pérenniser un peu ton activité et de dire, OK, bah,
là, j'ai trois clients différents. Je sais pas, je me fais 2000 euros. Ok, mais si demain, il y en a un qui part, bon, bah, j'ai toujours 1200 euros qui tombent. Donc, ça peut être aussi un moyen par abonnement on va dire, prévoir ou d'avoir un revenu prédictible. Euh, tu as ça et tu as aussi ne pas s'arrêter de prospecter aussi. Enfin, Ouais, je pense qu'il ne faut pas, quand tu as un client long terme, et encore plus quand tu fais de la régie, tu peux rester un peu enfin, te sur tes reposer sur tes lauriers, c'est ça l'expression? Ouais, Et parce que tu en as un, mais il ne faut pas oublier que tu restes freelance. Si un jour il n'y a plus de budget, tu peux du jour au lendemain, enfin souvent il y a peut-être des préavis, mais bon, en gros, quasiment du jour au lendemain, ça s'arrête. Il faut, si tu étais full-time par exemple, enfin en temps plein, bah, mieux vaut avoir une roue de secours et avoir continué à avoir des relations, ne pas hésiter, même si, enfin, si vous avez pas mal de demandes, à faire, je sais pas, une liste d'attente ou quelque chose comme ça, ou en tout cas des gens à recontacter où tu sais qu'ils ont un besoin dans le futur pour pas se retrouver sur la paille, quoi. ouais. Ouais, c'est vrai qu'il faut toujours penser enfin, notamment quand tu n'as pas des clients qui tombent du ciel ou qui viennent à toi, il faut toujours penser à aller vers les autres. Moi, c'est un peu l'outbound marketing. Parce que c'est vrai que quand tu es freelance, bah, c'est un peu ce que l'argument des salariés contre, enfin, tu sais, le débat un peu salariat versus freelance, c'est que tu te dis, bah oui, en freelance, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Bah Euh, oui, c'est vrai, hein. mais ça peut aussi s'arrêter quand tu es salarié en soi. Il suffit de. Ah, C'est un peu plus virer un compliqué. salarié, c'est compliqué quand même en France, hein. Il faut y C'est aller, un je peu pense. plus compliqué, mais enfin, tu vois, c'est déjà vu quand la boîte va mal, bah, des fois, tu as des coupures Oui. budgétaires. Après, tu prends un sacré billet, quoi. Ça aide Ouais, à bah, à se à relancer. rebondir. Oui. Tout dépend aussi de la boîte et de comment c'est fait. Mais c'est vrai que du coup, quand tu es freelance, bah, ouais, du jour au lendemain, on peut te dire, bah, tiens, pour le mois prochain, bah, ça s'arrête, on met en pause ce projet-là, ou on n'a plus les budgets. Enfin, voilà. Donc, c'est sûr Ouais. que. Puis tu parlais de l'été, je pense qu'il faut aussi avoir en tête que pour tout le monde, enfin pour la majorité des gens, en prestation de service en général, d'ailleurs, même pas que le freelance, hein, c'est plus calme l'été, c'est un fait. Donc, il faut aussi le prévoir dans son budget, surtout si toi, tu as prévu je sais pas, de partir en vacances ou quoi. Mieux vaut le prévoir pour pas se retrouver non plus, enfin, être surpris, quoi. Ouais, 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 totalement. C'est faire un peu ses réserves aussi, et se dire, bah, peut-être que là, je fais un mois, je vais faire un peu plus pour compenser justement le mois de juillet-août qui vont arriver où je vais partir en vacances. C'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier, mais quand tu pars en vacances en freelance, bah, tu n'es pas payé pendant Mm. ce temps-là. Donc, il faut aussi, après, c'est un calcul à faire, hein, c'est un peu, on va dire, un business plan de savoir, bah, OK, si je prends 4 semaines par an, bah, ça fait un mois où je ne travaille pas, et donc bah, pour compenser ce mois, je vais devoir travailler plus peut-être les autres mois ou accepter plus de missions, etc. Ouais, tout à fait. Bah, c'est aussi l'inconvénient du freelance, hein. Il n'y a pas le chômage, enfin, à part si on prend des assurances spécifiques, mais en gros, à la base, il n'y a pas le chômage, il n'y a pas les vacances, il n'y a pas les arrêts maladie. Si t'arrive la moindre chose, il faut aussi le prévoir. Je pense qu'on peut rapidement avoir l'impression, et moi la première, de gagner beaucoup d'argent parce que bah, enfin, moi, la première fois, quand on m'a dit qu'un TJM, donc, le prix par jour, c'était enfin, en premier, en stage, on m'a proposé 250. En 3 jours, je faisais mon salaire de stage. Je trouvais ça énorme. J'avais l'impression d'être la reine du monde. Aujourd'hui, ça a pas mal augmenté. Mais ça peut être un peu impressionnant, même pour des salariés. Tu vois, si tu leur dis je gagne 500 euros par jour, ils vont te dire mais quoi? C'est quoi ce secret? Mais faut se rappeler aussi que voilà, il y a pas la retraite, il n'y a pas le chômage, il y a pas tout ça. Donc, il faut aussi avoir je sais pas, une épargne de précaution ou quoi que ce soit, une assurance, enfin n'importe. Mais il faut l'avoir en tête, quoi. Ouais. Ouais, et généralement, c'est ce qu'on oublie généralement. Et après, du coup, on se retrouve. Bah, moi, tu vois, ça m'a un peu attristé, tu vois, la rentrée. C'est que j'ai eu pas mal de freelance que je côtoie qui m'ont dit, bah ouais, j'ai dû reprendre un taf à mi-temps ou j'ai dû reprendre un CDI parce que bah, là, pendant 2 mois, pas de mission, machin. Donc, quand tu as un loyer, tu as des charges et tout, bah, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc, ça, je me dis, ouais, c'est là que tu vois la réalité du terrain, tu vois, c'est que des fois, faut aussi accepter d'avoir un peu des coups de mou, on va dire, dans son activité. Mais ouais, du coup, ça m'avait
pas mal attristé de savoir tout ça, que finalement, c'était ça la réalité et que ça touchait bien plus de personnes qu'on ne le pense, bien loin des 10 cas par mois qu'on voit sur LinkedIn, des personnes qui réussissent et toi, tu te dis, putain, mais moi, je suis un raté à côté, je n'y arrive pas et eux réussissent tout. Donc, Non, mais il y en a beaucoup qui doivent reprendre des CDI, etc. Enfin, moi, j'en ai vu plein aussi là en septembre. ouais. C'est pas forcément tout beau, tout rose pour tout le monde tout le temps. Enfin, sinon, ça serait vraiment trop beau, quoi. Bah, sinon, j'ai envie de te dire, la plupart des travailleurs français seraient freelance, tu vois. Mm. Peut-être qu'un jour, ça va arriver, peut-être dans 10 ans, la moitié des travailleurs seront freelance, mais aujourd'hui, c'est plus dur qu'on ne le croit de réussir en tant que freelance. Se lancer, c'est facile, ça la portée de plus. Mais réussir, c'est un peu plus compliqué, ça demande plus de temps que prévu. Ouais, et puis il faut être OK avec justement les variations financières. Des fois, tu as l'impression d'être le plus riche du monde et le lendemain, enfin le mois d'après, tu gagnes rien. En plus, tu te retrouves avec les impôts qui arrivent 2 mois plus tard. Enfin bref, faut aussi être OK avec le fait. Enfin, je pense que tu as quand même un stress financier en permanence, à part si tu arrives à pérenniser vraiment énormément ou avoir d'autres revenus. Mais tu as quand même un stress financier qui est pas là, enfin qui est moins là quand tu es salarié. Quand tu es salarié, le week-end, ça dépend des postes, mais la plupart des postes, le week-end, tu as fini, tu fermes ton ordinateur, tu rentres chez toi, tu fais ce que tu veux. En free, tu as un peu ce truc aussi de culpabiliser en me disant là, je pourrais chercher des clients à ce moment-là. Enfin, voilà, il y a aussi une charge mentale, je pense, bien supérieure qu'il faut avoir en tête et qui n'est pas faite pour tout le monde et c'est OK, il n'y a pas de souci avec ça. Ouais, c'est ça, faut accepter l'inconfort de se dire, ok, ça va être une situation particulière où en fait, là, ça va être à moi de me bouger, ça va être à moi de prendre les choses en main. Et ouais, je trouve mentalement, faut accepter l'inconfort. Et après, selon tes situations, bah, c'est pas forcément facile et évident pour tout le monde non plus. Mm. Ça dépend aussi de. Parce que toi, tu t'es lancé assez jeune, tu as 23 ans. Tu vois, il y en a d'autres qui se lancent à 40, 45 ans, qui ont fait des années de salarié. Donc après, c'est vrai que au niveau du changement d'état d'esprit, tu passes on va dire, d'une zone de confort et de sécurité à l'inconfort total. Et là, tu dis, OK, là, c'est. Si tu n'arrives pas à gérer le stress, ça peut aussi vite te prendre, quoi. Ouais, bah c'est ça. Tu disais tout à l'heure, c'est facile pour tout le monde de se lancer. Je suis pas vraiment d'accord parce que justement, on n'a pas tous les mêmes risques. Moi, j'ai 23 ans, j'ai mes parents derrière moi, je manque de rien. Oui, je peux me lancer, entre guillemets, c'est facile. Je suis dans un secteur où ça recrute facilement. Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus facile que quelqu'un de 40 ans qui est dans un secteur qui recrute pas de ouf, qui a un loyer, des enfants et un prêt et qui doit tout payer et avoir tout ça sur les épaules. Forcément, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et il y en a pour qui c'est vachement plus recensé. Et c'est vachement plus risqué aussi, Oui, factuellement. après, oui, quand je disais c'est facile, je parlais au niveau des démarches, tu vois, genre Oui, de création de micro-entreprises, etc. Après, oui, oui, ça effectivement, on n'est pas tous égaux on va dire, sur sa qualité de vie, tu vois. Mm. Si tu es en sortie d'études ou si t'as pas de charge, pas d'enfant ni rien, et c'est plus facile, enfin plus simple. Tu as plus de temps aussi que quelqu'un qui va avoir des enfants, qui va avoir un loyer. Enfin, c'est vrai que c'est. Bah, en fait, il faut prendre en compte tous ces paramètres-là. Et en général, c'est pour ça que ces personnes-là se lancent à côté de leur CDI ou d'un mi-temps pour Ouais, je toujours. pense que ça, c'est une très bonne solution hein, pour commencer, parce que se jeter dans le grand bain, c'est très bien. Hein. Il y a des gens qui fonctionnent que comme ça d'ailleurs, mais c'est beaucoup plus risqué. Alors que commencer à prendre des missions, à un moment, ça te prend trop de place, tu quittes ton CDI, et je pense que c'est la bonne manière de commencer, si tu veux faire les choses tranquillement. Ouais, après, ouais, c'est vrai que c'est un conseil. Enfin, souvent, c'est un peu tout l'un ou tout l'autre quand tu te lances. Il y en a qui disent, ouais, en gros, faut tout quitter, faut te lancer à 100% dans ce projet. Et d'autres qui te disent, bah non, lance-toi tranquillement. Euh, c'est vrai que moi, je serais plutôt d'avis, en fait, c'est selon ta situation aussi. Selon ton caractère aussi, hein. Je pense qu'il y a des gens qui réagissent que quand ils sont face au mur, et il y a des gens qui arrivent à se débrouiller et à se motiver alors qu'ils ont quelque chose en parallèle parce qu'ils se disent que peut-être un jour ils pourront quitter leur taf. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y en a, ouais, ils ont besoin d'être dos au mur et d'être vraiment dans l'inconfort le plus total pour réussir. Quand d'autres, évidemment, si tu as un loyer ou autre, tu vas pas tout quitter du jour au lendemain. Ça me paraît plus risqué si tu as des bouches à nourrir.
faut réfléchir à deux fois. Si tu n'as pas de charge, bon, bah, tu peux te lancer, mais voilà, après, ça dépend aussi du caractère. Et c'est important aussi du coup, de se connaître, de faire une petite introspection de soi quand tu te lances, de savoir comment tu réagis face à tout ça aussi. Ça peut être assez, assez important. Carrément. Ok, donc là, on a fait un bon petit tour de comment se lancer et comment les différents, on va dire, modèles pour stabiliser ses revenus et les astuces que tu nous as données. J'ai une petite question là, du coup, un peu plus, on va dire, personnelle et qui reste dans le domaine professionnel. Toi, tu es passé en modèle agence, si je ne me trompe pas. Oui. Ok. Et du coup, pourquoi tu as décidé de passer du modèle freelance à agence? Est-ce que c'est pour une chose en particulier ou c'est juste ça s'est fait comme ça? Non, ça s'est pas du tout fait comme ça, parce qu'au final, j'ai jamais été freelance. Le projet, ça a jamais été d'être freelance. Le projet, ça a toujours été de monter ma boîte depuis très longtemps. Je ne sais pas trop d'où ça vient, mais ça a toujours été ça. J'ai eu plein d'idées différentes, des trucs de boissons, enfin bref, plein de trucs différents à la base. À un moment, je me suis dit, bon, peut-être que je vais faire ce que je sais faire déjà, ça sera pas mal. Et donc, monter une agence, c'était le plus simple. Donc, je me suis associée, on a fusionné nos deux compétences et on a pu monter l'agence. Mais c'était le projet dès le début, en fait. Donc, je n'ai jamais été freelance dans l'optique de rester freelance. J'ai d'ailleurs jamais été que freelance, à part quelques semaines, peut-être allez, 2 mois max, le temps qu'on monte la structure et tout. Mais je n'ai jamais été que freelance. Donc, déjà, ça vient de là. J'ai toujours eu envie d'entreprendre, de monter un truc plus gros, de monter une équipe, d'avoir plein de projets, de voir des nouveaux sujets. Tu vois, à un moment, j'aimerais, évidemment, je ne suis pas rendue là, mais pouvoir me détacher de l'opérationnel et que mes missions, ça soit justement l'image de la boîte, parce que je pense que c'est le rôle que je prends pas mal, le management, tu vois, plein de sujets comme ça, lancer des nouveaux projets, lancer un SaaS, lancer un CRM un jour, tu vois, enfin voilà, avoir plein de projets en parallèle. Évidemment, c'est à long terme, mais c'est un peu l'idée. Je m'ennuie très rapidement dans ce que je fais, donc je trouve ça plus stimulant. Là, tu vois, je peux avoir des projets à des années devant et plein de trucs différents. Je fais des trucs différents tous les jours et c'est vraiment ce qui me stimule et ce que j'aime. Je peux autant être en train de faire des vidéos, être chez le comptable ou être sur le CRM. Enfin, voilà, il y a plein de sujets différents et c'est ce que j'aime particulièrement. Donc, être juste freelance, ça n'a jamais été vraiment le projet. Je pense qu'en tant que enfin, d'ailleurs, c'est très cool d'être que freelance. Je pense que par contre, tu peux être aussi plafonné. Souvent, tu vends ton temps en tant que freelance. Donc, une fois que tu as augmenté ton TJM au max de ta seniorité et que tu es staffé tout le temps, tu atteins aussi un palier, tant au terme de revenus que de compétences et d'apprentissage permanent. Parce que tu es recruté pour une mission a priori que tu sais faire. C'est plus difficile de se former sur des nouvelles choses. Donc, je pense que ça peut être une idée ensuite, à la suite d'une mission de free, enfin en tout cas de plusieurs années de free, de pouvoir monter de nouvelles choses. Et après, même à très long terme, l'objectif, c'est de pouvoir stabiliser des revenus qui soient justement pas liés directement à mon temps. Et donc, monter vraiment une boîte, c'est ce qui le permet le plus. Pas forcément une agence, mais tu vois, monter plein de projets en parallèle. Voilà. Donc, le projet freelance n'a jamais été vraiment un projet freelance. Je pense que le free, c'est très cool, et même la prestation de service en général, c'est très cool pour commencer à sortir de l'argent, à pouvoir se libérer du monde du salariat, pouvoir commencer à, je sais pas, voyager, trouver son rythme, etc. Et il y a des gens à qui ça convient très bien comme ça. Moi, j'avais envie de plus. Et voilà, c'est pour ça que je monte ma boîte. Ok. C'est vrai que ça dépend aussi du profil. Tu vois, je sais qu'il y en a qui souhaitent se lancer en freelance aussi pour pratiquer le slow freelancing. Je ne sais pas si ce terme te parle, mais en gros, c'est le fait de travailler peut-être 3 à 4 heures par jour et de profiter du reste. En fait, de vraiment, je crois que c'est vraiment la liberté la plus totale, tu vois. De dire, OK, bah, je travaille pour subvenir mes besoins en freelance, mais du coup, toutes mes après-midi, je fais ce que je veux. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que ça dépend aussi des objectifs de chacun. Ouais, Donc, clairement. Il y en a pour qui c'est plus de liberté. Donc, dans ce cas,
c'est très cool, tu augmentes au fur et à mesure ton TGM et tu peux passer 3 jours à voyager dans les montagnes, etc. Il y en a pour qui c'est l'argent. Et donc, dans ce cas, ça marche aussi bien. Même si tu fais de la régie, donc tu te rapproches beaucoup du salariat, tu te fais peut-être 2 fois ton salaire, c'est très cool. Il y en a pour qui c'est... Enfin, en tout cas, pour moi, je dirais que c'est ni l'un ni l'autre, mais plutôt le besoin de monter des projets et des trucs stimulants pour moi. Donc, je pense que ça dépend beaucoup des motivations de chacun. Il n'y a pas de bon modèle. Ouais. Euh, et toi, du coup, c'est quoi là les différences entre le freelancing et le modèle agence? Euh, Enfin, pour toi, les principales différences et les avantages et inconvénients en comparaison de ces deux modèles. Alors, j'ai pas encore énormément de recul pour te dire exactement les avantages et inconvénients. Ce qui est vachement différent, déjà, c'est la projection. Tu vois, de pouvoir réfléchir à où est-ce qu'on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on a envie de développer dans le futur, est-ce qu'on a envie de faire de la formation, du SaaS, enfin, tu vois, pouvoir vraiment réfléchir au futur et avoir toujours plein de projets. Je pense que c'est la différence principale. Ensuite, il y a justement le fait de pouvoir se détacher au fur et à mesure de la partie vraiment opérationnelle qui est mon métier à la base, enfin, ce que je faisais en free. Donc pouvoir toucher à de nouveaux sujets. Il y a la partie management aussi, que j'apprends sur le tas au fur et à mesure. Pouvoir savoir signer un client, ensuite briefer une personne sur le sujet, que cette personne réalise la mission, pouvoir relancer de nouveaux clients, faire en sorte que tout se passe bien, faire un onboarding, etc. Enfin, il y a pas mal de sujets un peu différents et ça demande, je pense, des compétences assez différentes. L'objectif, on dit souvent qu'il ne faut pas être salarié de sa propre boîte. Donc, l'objectif, c'est quand même de se détacher de cette partie vraiment purement mission client, ce que je ne fais pas complètement aujourd'hui, mais c'est le projet à terme. Ensuite, sur les avantages et les inconvénients, qu'est-ce que je pourrais te dire? Les avantages, pour moi, c'est ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure, mais c'est que je trouve ça beaucoup plus stimulant, plein de projets, plein d'idées, etc. Les inconvénients, c'est que je pense que c'est un stress permanent. Tu sais jamais si c'est bien ce que tu fais, tu sais jamais où tu vas, tu sais jamais si tu vas pouvoir pérenniser tes revenus, tu as des charges qui commencent à devenir importantes, des gens à payer. C'est pas juste toi, il faut que tu trouves ton client, c'est déjà beaucoup, hein, mais toi, tu trouves ton client pour pouvoir payer ton loyer et manger, ce qui est déjà énorme. Mais là, en plus, tu dois trouver des clients et payer des gens qui ont eux-mêmes leur loyer et leur nourriture à payer. Donc, tu as aussi une charge en plus. Tu gères aussi pas mal les problèmes. Enfin, voilà, je pense que c'est des missions un peu différentes. Je pense que tu as plus de charge mentale, plus de responsabilités. Tu te creuses, tu te casses plus la tête. Je pense que c'est un stress permanent. Il faut être habitué à ça. Je pense que tu bosses plus en termes de temps aussi. En free, tu peux bosser énormément, il n'y a pas de sujet. Et normalement, tu as ton chiffre d'affaires qui suivra avec, parce que tu vends souvent ton temps. Dans l'entrepreneuriat, je dirais, en tout cas dans la construction de l'agence, tu passes énormément de temps aussi à faire des trucs qui rapportent pas d'argent, à faire de l'administratif, à faire tes rendez-vous comptables. Enfin, ça peut te rapporter de l'argent, mais l'administratif, de la com, voilà, pas mal de trucs, j'avais des soucis. Du recrutement, voilà, pas mal de sujets différents sur lesquels il faut que tu sois au taquet tout le temps. Ouais. Bien sûr qu'au niveau pression, ouais, ça doit être. De toute façon, dès lors que tu as on va dire, que tu es responsable de quelqu'un d'autre que toi, c'est Oui. toujours un peu plus stressant et prenant, parce que cette personne-là, elle a des charges, un loyer, tout ça. Donc forcément, tu es un peu responsable aussi de tout ça, indirectement. Oui, oui, clairement. Ok, et du coup, j'en viens à ma prochaine question. Dans ta jeune vie d'entrepreneur, ça a été quoi ton plus gros échec et quelles leçons tu en as tiré de cet échec? Je pense que mon plus gros échec, en tout cas, ce que je considère être mon plus gros échec, au final, c'est en free. Enfin, c'était quand j'étais justement entre mes deux périodes, où justement, je disais tout à l'heure de prendre tout. Je me suis appliqué ça moi-même, hein, je prenais toutes les missions. Et ça m'est arrivé une fois d'être complètement bloquée sur une mission et vraiment de ne pas pouvoir délivrer, quoi. Et c'est vraiment une situation que j'ai détestée. Donc, c'est aussi l'envers de la médaille, hein, c'est d'accepter tout. Il y a plein de fois où j'ai accepté des trucs que je ne savais pas faire et j'ai appris. Et il y a eu cette fois où vraiment j'étais complètement bloquée, même en demandant de l'aide et tout. Franchement, je ne savais juste pas faire, quoi.
Et c'était hyper dur de, entre guillemets, de devoir avouer aux clients que j'étais bloquée. Au final, c'est assez, enfin, je me suis stressée pendant des semaines à essayer de régler le souci, à demander à des gens et tout. Au final, quand j'en ai parlé au client, il m'a dit, il n'y a pas de souci, merci d'avoir été honnête. Je lui avais donné d'autres contacts, etc. en plus. Donc ça s'est super bien passé. Mais ça, je l'ai vraiment pris comme un échec, en mode, j'ai pas pu aller au bout parce que souvent, je me donne au max pour aller au bout, même si je perds du temps, de l'argent, entre guillemets, je m'en fiche tant que le client est content. Pour moi, c'est hyper important. Et là, pour moi, c'était vraiment un échec. Ok. Parce qu'en fait, cette mission que tu avais acceptée, elle sortait trop de ton domaine d'expertise. Ouais, exactement. C'était un truc sur lequel je pensais, enfin, qui se rapprochait, donc c'était sur une relance, sur un autre outil que je connaissais pas, mais qui, dans ma tête, se rapprochait de ce que je savais faire. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais apprendre et tout. Et au final, vraiment trop compliqué. La demande était hyper spécifique. Je ne sais même pas au final si c'était possible sur l'outil ou pas. Mais en tout cas, je ne suis pas allée au bout. Bon, voilà, j'ai été honnête avec le client. Évidemment, je ne lui ai rien fait payer. Et au final, ça s'est bien terminé. Mais avant de lui avouer, entre guillemets, je me sentais un peu comme une ado avec ses parents qui ne veut pas avouer un truc. Je me suis stressée pendant des jours et pour qu'au final, ça se passe bien. Mais voilà, c'était un peu la déception, quoi. Ouais. Et du coup, en gros, la leçon, c'est quoi? C'est de faire attention à tout, enfin, d'accepter toutes les missions, mais de regarder si c'est faisable avant. Ouais, peut-être. Après, je sais pas s'il y a une leçon. Je pense que tout le monde a des échecs. Je pense que ça m'a aussi appris à le gérer. Je pense que j'ai globalement très très peur de l'échec parce que je l'ai très peu côtoyé. Donc en soi, je pense que c'est pas plus mal. Et je regrette pas du tout d'avoir pris toutes les missions que j'ai prises parce que que je savais pas faire, parce que sinon j'aurais pas une mission tout court en fait. Mais ouais, je sais pas quelle est la leçon exactement. Je pense que la leçon au final, c'était plutôt dans la démarche. J'aurais dû le dire plus tôt. Ça aurait été plus simple. Je me serais moins stressée. Le gars, il aurait sûrement perdu un peu moins de temps et ça serait encore mieux passé. Et surtout, j'avais l'impression que ça allait être l'horreur quand j'allais lui annoncer. Et au final, il m'a juste dit, OK, bah merci, c'est pas grave, je vais chercher quelqu'un qui sait le faire. Ouais. Donc, ouais, être honnête, ça marche toujours. Ouais. Et éviter justement de faire perdre du temps aux gens, de leur cacher, etc., de faire des trucs bof. Honnêtement, si tu dis à quelqu'un, bah, excuse-moi, je me suis engagée, mais je me rends compte que je suis bloquée, je sais pas faire. Enfin, il y a personne qui va te dire quoi, horrible. Enfin, surtout si à la fin, ils payent pas pour ça. Oui, Euh, là, c'est toi qui a n'as pas priori, réussi. les gens, ils peuvent te dire quoi? Ils peuvent te dire, bon, bah d'accord, tant pis. Oui, c'est ça. Après, oui, évidemment, c'est toi qui perds ton temps parce que tu n'as pas été au bout de la mission. À la limite, comme tu dis, tu lui recommandes peut-être quelques contacts de personnes qui sont un peu plus experts, comme ça que tu ne le laisses pas dans la merde, mais tu lui proposes une solution de secours, une solution alternative. Et puis après, bah, peut-être rester en contact et savoir s'il a réussi à aller au bout de sa mission. Ça peut être aussi sympa. Ouais, Euh, carrément. Surtout, je pense que l'objectif dans tout business, etc., c'est de ne jamais avoir personne qui te déteste. Genre, ça arrive forcément d'avoir des clients qui sont pas hyper contents, mais je pense qu'il faut toujours arrondir les bords, limite faire un geste commercial. En fait, mieux vaut avoir un client, ok, genre qui déteste, enfin, il n'est pas 100% satisfait. Bon, l'objectif, évidemment, c'est d'avoir tous tes clients qui sont 100% satisfaits. Mais mieux vaut avoir un client qui n'est pas 100% satisfait, mais qui t'aime bien, ça se passe bien, etc. Et il ne va pas aller parler de toi ailleurs. Juste, voilà, il ne te recommandera pas, mais c'est tout. Plutôt que d'avoir quelqu'un qui te déteste parce que, je sais pas, tu lui as pris ton argent alors que tu n'as pas fait la prestation, etc. Et qui, lui, par contre, va aller te faire de la mauvaise pub, va te mettre des mauvais avis, donc ça va te faire baisser toute ta moyenne, enfin, etc., etc. À chaque fois qu'on va lui parler de toi, il va dire ah non, elle, pas possible. Je pense que ça, c'est à tout prix ce qu'il faut éviter. Je l'ai toujours évité jusque-là. Mais vraiment, l'objectif de n'avoir personne qui te déteste. C'est ouais. Ouais, c'est ça. On peut pas être aimé de tout le monde, mais c'est vrai que dans le milieu professionnel, s'il y a vraiment quelqu'un qui t'a dans le viseur, qui t'a dans le collimateur, c'est très mauvais signe pour les affaires, parce que du coup, il va te faire perdre de la crédibilité, de la notoriété. Enfin, surtout s'il se met à prendre la parole sur les réseaux ou autres, ça peut vraiment partir en nœud de boudin. Donc, ouais, toujours arrondir les angles et au moins peut-être se quitter d'un commun accord, tu vois, en mode voilà, on fait notre vie chacun de son côté et puis basta, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, nous, c'est un peu ce qu'on s'est dit là avec l'agence. On essaie de réfléchir à tous ces cas qui sont pas encore arrivés, mais qui vont forcément arriver. Enfin, mieux vaut perdre, je sais pas, dire, bon, bah voilà, il n'y a pas eu 100%, enfin, t'es pas satisfait à 100%, même si on a fait toute la mission. Bah voilà, on va te faire un geste commercial où on va te faire une petite presta gratuitement. Évidemment, il ne faut pas y passer des jours, mais voilà, faire un geste et que la personne se dise, OK, c'est pas juste j'ai perdu mon argent. La personne, elle est honnête, elle essaye au maximum. Je la connais, je l'ai vue en vrai. Voilà, je sais que la personne donne son maximum, même si ça ne satisfait pas à 100%, plutôt qu'avoir quelqu'un qui se dit, mais cette personne m'a arnaqué et m'a pris tout mon argent et pour rien, quoi. Ouais. Ouais, totalement. Parce que, de toute façon, tout ou tard, ça finit par se savoir. Puis même après, c'est mieux de se regarder dans le miroir le soir en se disant, bon, bah, j'ai arnaqué personne et j'ai fait Ouais, mon moi, je connais maximum. quelques personnes, enfin, je leur ai pas dit, tu vois, mais je connais quelques personnes où j'ai eu des retours enfin, des mauvais retours et ça donne vraiment une mauvaise image, tu vois. Donc, quand les gens que je connais ou tu as des clients qui te disent, ben voilà, cette personne, elle m'a fait payer, mais elle m'a pas rendu le bon livrable, la facture, le machin. Au final, tu vois, même si tu n'avais pas prévu de devenir client, ça donne une mauvaise image en général, en fait, de la personne. Donc, Ouais, ouais, mieux vaut essayer que ça se termine dans un. Ok, voilà, c'est pas ouais, ouf, mais ça va. ouais. Surtout quand la personne est exposée sur les réseaux, tu vois, parce Encore que plus. c'est d'autant plus important, tu vois, il y en a qui sont visibles aujourd'hui sur les réseaux, et c'est vrai que si du jour au lendemain, parce que généralement, tu sais, on associe la visibilité à l'expertise de la personne, tu vois, on dit, bon, bah, elle est visible de ouf et tout, c'est qu'elle doit faire un service au top. Donc c'est vrai que plus tu es visible, bon, bah, tu as des clients qui viennent à toi, mais du coup, ils vont peut-être aussi s'attendre à un service peut-être un peu plus haut de gamme, tu vois, qu'une mission classique. Et donc, c'est vrai qu'après, bah, c'est là où c'est un peu le revers de la médaille, c'est que tu attires des gens à toi, mais du coup, bah, ils ont peut-être une attente plus élevée. Et du coup, c'est là aussi où faut assurer. Et c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des retours aussi, de dire, bah, on va dire des gens connus, enfin, à leur échelle sur des plateformes, et des gens bah, disent, ouais, non, en fait, pas satisfait et tout, la personne n'était pas pro ou autre. Et là, tu te dis, ah ouais, putain, finalement, l'image que tu avais d'elle, bah, Mm. complètement cassée. Ouais, donc, je suis Ah, assez mais d'accord. c'est clairement le retour de la médaille des réseaux sociaux. Moi, quand les gens me contactent via les réseaux sociaux, je me mets énormément la pression pour que ça se passe bien. Parce que justement, si je construis une image, j'ai pas envie. Enfin, évidemment, je sais que ça se passe bien avec tout le monde, mais ça met une pression en plus parce que cette personne vient de mes réseaux, donc elle a certaines attentes parce qu'elle m'a vu passer, etc. Donc, j'ai envie de les satisfaire. Donc, souvent, j'avoue que j'ai un peu tendance à mettre des prix un peu moins chers ou de faire le truc en plus pour ces gens-là. Euh, voilà. Et en plus de ça, et pareil, quand tu prends une prestat de quelqu'un sur les réseaux, c'est aussi stressant. Et quand j'ai Mm. un client qui, en plus, lui-même est connu sur les réseaux sociaux, voilà, c'est le pire du pire. Je Ouais, dis c'est une personne, mais la personne qui elle-même est connue, mais un truc disant qu'elle n'est pas satisfaite à 100%, je sais pas, ça, c'est dur, quoi. bah ouais, c'est pour ça qu'il faut. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, il y en a beaucoup qui rêvent un peu d'avoir des clients qui viennent des réseaux sociaux et tout, grâce à leur image, grâce à leur contenu. Mais c'est vrai que derrière, bah, faut assurer, parce que tu as ton image qui est publique, donc forcément, Mm. bah, faut assumer derrière, le fait d'avoir cette image publique, d'être un peu propre sur soi, comme on dit. Donc forcément, bah, ça implique d'autres responsabilités. Euh, et il Non, faut assurer avec tout le monde. non, mais c'est un stress en plus, même en général, d'être sur les réseaux sociaux, de surtout pas tomber dans un drama, dans un machin. C'est vraiment essayer de faire attention à tout ce que tu dis. Parce que Ouais, tu fais pas forcément au début quand t'as personne. Enfin, on voit tellement de gens, même des gros influenceurs et tout, où il y a des trucs qui ressortent sur eux. Enfin, des fois, je me dis, est-ce que si jamais je deviens vraiment connue, est-ce qu'il y a des trucs à ressortir sur moi? Je me dis, je crois pas, mais bah, vérifie. tu sais que ça m'est déjà arrivé au tout début, où justement j'avais fait une vidéo j'avais posté sur une. Bah, en gros, j'avais fait un TikTok qui avait bien marché. Et du coup, je l'ai posté aussi sur LinkedIn. Bon, il n'y avait pas encore le feed vidéo parce que c'est à 2 ans. Et à un moment, du coup, il y a quelqu'un qui m'a identifié dans une publication et qui m'a dit, ouais, alors il y avait un hashtag, c'était name and shame. En gros, Mhm. nomme et honte à toi, quoi. Et,
Et en fait, du coup, c'était complètement sorti de son contexte. Tu vois, en gros, j'avais expliqué le marketing de Basic Fit. En gros, j'avais dit, bah voilà, vous voyez ce sac et tout, c'est intelligent de la part de Basic Fit parce que blablabla. Et en fait, la personne a dit, ouais, il fait la promotion de cette entreprise qui font travailler des Chinois, machin, tout ça. Et là, je suis, ah putain, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, j'étais là, je suis, mais c'était pas du tout mon propos. Et du coup, bah, c'était une mini sauce. Bon, après, ça, c'était pas une grosse personnalité qui avait dit ça. Donc, mais Non, moi, je elle pense m'avait quand que même quand tu identifié sur le poste. faisais, mieux vaut faire attention à ce qu'il y a derrière toi parce que le jour où tu deviens vraiment connu, les gens vont creuser. Et encore Ouais. plus s'il y a des gens qui te détestent, ils vont creuser. Ouais, ils vont creuser, mais de toute façon, dans tous les cas, il y a toujours des trucs à dire. Enfin, Alors, il il y y a a- des gens sur qui il y a plus de trucs à dire que d'autres, hein, quand même. ouais, mais tu vois, en fait, comme les gens qui te détestent, de toute façon, le moindre truc, ils trouveront toujours à redire. Tu vas dire une chose, ils vont toujours trouver le moyen de mal l'interpréter, ou de le surinterpréter, ou de te mettre dans la sauce, ou de te faire un deepfake. Enfin voilà, ils vont toujours te mettre dans l'embarras. Donc après, tu Bah, vois, ça, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a des gens pour qui c'est plus simple de les mettre dans l'embarras oui, que. évidemment. Ouais, ça dépend si tu si as un passif ou tu as été traîné en justice ou autre, évidemment que c'est un peu plus compliqué de s'en sortir. Quoique, il y en a qui y arrivent. Euh, donc, ouais, non, mais après, ouais, c'est sûr, faut faire attention et éviter d'avoir des casseroles, même si on en a tous. Mais, ou en tout cas, si on en a, essayer qu'elles soient minimes, on va dire. Mm. Euh, ok. Euh, alors, justement, en parlant un peu des autres, euh, là, demain, tu as l'occasion de déjeuner avec un entrepreneur ou une entrepreneur francophone. Qui est-ce que tu choisis et pourquoi? C'est une bonne question. Je réfléchis un peu. On m'a déjà posé cette question en entretien d'embauche. Ah ouais? Ok. Et non, c'était trois personnes avec qui tu vois. Ah non, Avec là, qui là c'est ouais. vraiment une. Comme ça, c'est un choix unique. Mais je pense que je dirais, je sais plus son nom exactement, je crois que c'est, je vais écorcher, c'est Frédéric Mazzella, non, le fondateur de Blablacar. Attends, Oui, je regarde. Frédéric Mazella. Mazzella, voilà ça. Je sais plus si c'était Marzella, Mazzella. Je pense que ça serait lui parce que, enfin, à chaque fois que je vois des interviews de lui, il est hyper, enfin, franchement, il a réussi sa vie. Il a lancé une plateforme qui, à la base, n'était même pas un truc rémunéré. S'il en a fait une licorne, je crois que maintenant, c'est rentable depuis quelques années. Enfin, il a dû se faire des millions. Il a monté un autre projet, etc. Enfin, je pense que c'est une figure de gens qui ont réussi et pourtant, c'est vraiment pas un des plus visibles. Il est resté hyper alors accessible, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand on l'entend parler, il a l'air accessible. Il a l'air de ne pas avoir trop pris la grosse tête. Il a l'air d'avoir toujours ses valeurs et pourtant une connaissance hyper poussée du business. Et je trouve que c'est assez rare. Malheureusement, ceux qu'on voit le plus, c'est aussi ceux qui, quand ils parlent, tu lèves un peu les yeux. Parce que justement, il faut dire des trucs hyper. Enfin, il faut lancer des débats, il faut dire des trucs controversés. Et c'est une course que j'apprécie pas particulièrement. Donc, ouais, je dirais le fondateur de Blablacar. Ok. C'est intéressant parce que c'était aussi une de mes réponses que, au début où j'entreprenais, c'est cette personne-là que j'avais envie de rencontrer, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, mais très brièvement. Et c'est vrai qu'en fait, il n'est pas visible sur les réseaux sociaux. Tu vois, il n'est pas, c'est pas le plus visible. Il donne, bah là, il donne des interviews, mais ça se fait assez rare. Parce que bon, il est aussi très pris. Mais c'est vrai qu'il a réussi c'était au bout de 6 modèles économiques qu'ils ont trouvé le modèle de Mmh. Blablacar, le modèle gagnant, on va dire. Et donc, ouais, je trouve ça aussi un. Je sais pas si tu as lu son livre, mais en tout cas, je te le conseille, je Pas te du l'adore. tout. C'est Mission Blablacar, euh, qui est très assez inspirant, notamment bah, en termes de résilience, en termes aussi bah, de persévérance, tu vois, de dire bah, le gars, des fois, il passait sa nuit à coder la plateforme et tout. Enfin, il a passé des années, des heures, il mangeait des pâtes toutes ces années. Enfin voilà, il a vraiment un modèle de persévérance et, d'humilité aussi, je trouve, comme tu l'as dit. Ouais, c'est ça. Moi, je pense vraiment l'humilité. Enfin, ouais, en fait, j'ai l'impression que les grosses têtes du business en France, mais en vrai, dans le monde en général,
Ils ont tous la grosse tête. Enfin, après, ça fait partie de leur image, tu vois. Ils ont surtout les podcasts et je dis pas que je ferais pas la même chose. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des gens un peu, qui sont restés un peu sur Terre, qui ont l'air plus accessibles. Ouais. Ouais. J'ai l'impression aussi que c'est peut-être une question de génération d'entrepreneurs, parce que Oui, Frédéric, aussi. tu vois, on va dire, c'est plus que notre génération. Et j'ai l'impression que les entrepreneurs qui prennent la grossette, c'est les plus visibles sur les réseaux sociaux. Et c'est peut-être eux, ça leur monte plus facilement à la tête de dire, OK, j'ai une grosse audience et tout. Voilà, je suis quelqu'un. Enfin, voilà, peut-être, enfin, c'est qu'une supposition. Mais du coup, les entrepreneurs comme Frédéric, tu vois, tu as aussi Eric Archevêque du jury qui va être mon associé, tu vois, qui a aussi monté une licorne. Tu vois, c'est vrai que quand tu l'écoutes, il paraît aussi accessible et tu vois, aussi tu vois, ouvert et tout. Je pense que les réseaux sociaux, oui, ça accentue vachement ça. Après, je pense qu'il y a des gens aussi de notre génération, je pense notamment à Théo Lyon. Bah, c'est pareil, tu vois, il commence à avoir monté une grosse boîte. Bah, c'est pas une licorne, mais une grosse boîte. Et c'est pareil, on n'a pas l'impression qu'il a trop pris la grosse tête. Je pense que les réseaux sociaux aident beaucoup, accentuent ça beaucoup. Parce que quand tu as énormément de gens qui te suivent, il y a aussi un business autour de ça, hein, de formation, de machin. Je Mm. pense que c'est un peu inhérent, mais je pense que ouais, c'est possible, même aujourd'hui, même en jouant avec les réseaux sociaux, de rester un peu les pieds sur terre, ou en tout cas d'avoir l'impression qu'on est accessible. Ouais, c'est ça. Ou peut-être aussi quand on devient connu sur les réseaux, bon après, c'est pas mon cas, donc je peux pas dire, mais peut-être de réussir à prendre de la distance par rapport à ça. Enfin, que ça marche ou que ça marche pas, tu me diras, parce que quand ça marche pas, t'as envie que ça marche. Du coup, il faut aussi prendre du recul parce que ça marche pas, etc. Et quand ça marche, j'en suis pas encore là. Mais c'est vrai que je pense aussi réussir à prendre du recul par rapport à ta notoriété. Euh, Mhm. et puis aussi, ça t'attire aussi des mauvaises personnes à toi. Tu vois, tu as aussi plus de haters ou plus de gens qui vont critiquer facilement. Donc, il y a aussi ces parties-là à gérer. Et, Ouais, euh, carrément. et du coup, tu lui poserais quoi comme question à Frédéric? Euh, Je sais pas si j'ai une question en particulier, enfin, genre juste raconter son histoire, après il l'a déjà raconté plein de fois, hein, mais genre juste trouve ça inspirant. Je pense que je pourrais l'écouter parler de ses projets, parce qu'en plus, mes projets n'ont rien à voir avec les siens et j'ai pas du tout prévu de monter une licorne ou quoi que ce soit. Je sais pas s'il avait d'ailleurs prévu de monter une licorne, je suis pas sûre. Mais mes projets n'ont rien à voir avec les siens, mais juste je le trouve inspirant. Donc je sais pas si c'était vraiment déjeuner avec lui ou plus l'écouter en conférence, mais voilà. ok. Ouais, juste passer un moment avec lui et peut-être obtenir aussi des conseils sur ton business. Peut-être qu'il en aurait des conseils. Peut-être. Après, j'imagine que si je voulais avoir des conseils sur les agences, il faudrait aller voir des Oui, personnes qui en ont fait, tu vois. Mais peut-être ouais, pour le sur coup la... aller voir Théo Lyon pour le coup. Oui, peut-être. Ok. Euh, écoute, on arrive à la fin de l'interview. Euh, Je crois que Où j'ai est-ce plus de qu'on peut salive. te retrouver sur les réseaux sociaux? Donc, tu as Twitter, donc, ton journal intime, tu es présent sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux, sites web que tu souhaites mettre en avant? Où est-ce que les gens pourront te retrouver? Donc pour du contenu, c'est ce que tu as dit, hein, sur Twitter, plus authentique, plus au quotidien. Faut pas avoir peur, je spamme tout le monde. Enfin, je spamme plus de 4 fois par jour. Faut pas avoir peur. C'est le droit de me masquer. Sur LinkedIn, du coup, pour du contenu plus pro, du coup, sur la partie process de vente, outils, CRM. Et après, si jamais vous avez un besoin sur la partie mise en place de process de vente, intégration, optimisation CRM ou prospection téléphonique, parce que du coup, je me suis associée avec mon associé du coup qui s'occupe de toute cette partie prospection téléphonique pour des clients, pour leur générer des leads. Du coup, on a notre site de l'agence qui s'appelle Oltega, donc Oltega, donc oltega.fr. Voilà, vous pouvez faire une demande, prendre rendez-vous, nous donner plein d'argent, il n'y a pas de souci. Ok, je mettrai les liens en description pour qu'ils puissent les retrouver plus facilement. Et j'aimerais t'accorder, comme à chaque fois avec mes invités, le mot de la fin. Ça peut être une citation qui te parle, ça peut être un conseil, quelque chose que tu aimes bien, enfin, n'importe quoi, ta carte blanche pour conclure cette interview. Je pense que je conseillerais en général, je pense que l'objectif d'une vie, c'est de trouver le truc qui vous stimule au quotidien, que ça soit le salariat, que ça soit le sport, l'art, l'entrepreneuriat, n'importe. Mais en fait, le jour où vous faites un truc au quotidien qui vous rapporte un peu d'argent,
qui vous permet de vivre et où tous les matins, vous êtes content de vous lever et vous n'avez pas envie de vous recoucher, je pense que c'est un peu le goal d'une vie. J'ai l'impression de l'avoir trouvé assez tôt, donc je suis contente, mais je pense que chercher ça le plus longtemps possible. Ok, bah, très bien. Merci pour ça, Enea. Et sur ce, bah, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut Ça à marche. tous. Salut. Si tu veux d'autres conseils en networking, je t'invite à rejoindre ma newsletter où tous les dimanches à 18h, je te donne des conseils pour développer un réseau qui va t'apporter des clients. J'organise également des événements pour freelance que je te partage dans la communauté WhatsApp que j'ai créée, que tu peux rejoindre avec le lien qui se trouve en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!